Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des lois de Kepler. Si on lit un peu le programme, il y a seulement une concentration sur la troisième loi de Kepler, alors que vous devez connaître, comprendre, savoir utiliser les deux autres, je pense. Donc je vais essayer de balayer tout ça. La première loi de Kepler vous dit que dans le référentiel de l'astre attracteur, c'est-à-dire le gros objet autour duquel tournent les plus petits, les trajectoires des satellites, qui peuvent être artificielles ou naturelles, artificielles comme un satellite météo, naturelles comme la Lune, si on considère le centre attracteur qui est la Terre, par exemple. Les trajectoires sont des ellipses pour tous les satellites, et le centre attracteur occupe un des deux foyers de l'ellipse. Alors une ellipse, on peut voir ça comme une sorte de cercle, mais au lieu d'avoir un seul centre, il en a deux. Alors c'est pas très rigoureux ce que je dis, mais c'est pour vous donner une idée. Et ces centres s'appellent des foyers. Donc vous voyez qu'ici il y en a un à gauche, et de manière symétrique, il y en a un à droite. Euh, ces deux foyers sont situés sur le grand diamètre de l'ellipse que l'on appelle le grand axe. Voilà, pour leur position, c'est un peu compliqué à expliquer et c'est pas au programme, mais vous pourrez demander à votre prof de physique ou à votre prof de maths. Euh, donc voilà, c'est une loi qualitative, il n'y a pas de calcul. Les trajectoires des satellites sont des ellipses. Remarquons qu'un cercle, je l'ai un peu évoqué, c'est une ellipse dont les foyers sont en fait confondus l'un sur l'autre. C'est une ellipse particulière en fait. Deuxième loi de Kepler, le segment reliant l'astre attracteur à un satellite choisi, et là il y a un mot important, c'est le mot choisi, va aller toujours la même aire dans un laps de temps donné. Donc ça veut dire que si on trace un segment qui relie l'astre attracteur au satellite à un instant donné, et qu'un instant plus tard, on va dire, je sais pas moi, une minute plus tard, le satellite a avancé d'une certaine distance, il est là. Et le rayon blanc, comme l'essuie-glace d'une voiture, a balayé donc une aire, une surface, qui est appelée grand A dans la deuxième loi de Kepler. Et la deuxième loi de Kepler vous dit que pour ce satellite orange, l'aire balayée grand A est toujours la même pendant le laps de temps qu'on a choisi, une minute. Ceci a une conséquence quand même intéressante, c'est que si on se place ici comme instant de départ et qu'on veut, pendant le laps de temps d'une minute, euh, conserver l'air grand A, on est obligé d'arriver ici. Parce que l'air grand A, avec un rayon plus petit, ben, elle se fait avec une distance parcourue plus grande ici. Et comme la distance parcourue est plus grande, ça veut dire que la vitesse est plus grande. Puisque le laps de temps pour les deux cas de figure est le même. Là, une petite distance, petite vitesse, grande distance parcourue, grande vitesse. Donc les satellites qui se rapprochent des centres attracteurs vont plus vite que quand ils sont loin. Cas particulier, le cas du cercle, euh, ou une trajectoire elliptique proche d'un cercle. Ben, si on prend deux instants, par exemple en imaginant que là, la planète bleue tourne dans l'autre sens. Donc je trace à un instant donné la position. Un instant plus tard, la planète est ici. Elle a balayé une aire qui est différente de l'autre cas de figure, puisque à la définition, il faut choisir la satellite. Ça, c'est pour des raisons un peu compliquées, hein, mais quand vous choisissez un satellite, l'aire reste constante, mais si vous changez de satellite, c'est une autre aire. Et donc, cette aire A' doit être vérifiée, doit être balayée, quels que soient les moments que l'on considère. Et si on prend par exemple cet instant plus tard, eh bien, on doit retrouver, selon la deuxième loi de Kepler, aussi l'aire A' pour le satellite bleu. Et vous voyez que dans le cas du cercle, la distance parcourue, pendant le laps de temps choisi, par exemple une minute, comme tout à l'heure, c'est toujours la même. Donc ça veut dire que dans le cas du cercle, la vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme. Ça peut servir dans les questions des sujets de bac. Troisième loi de Kepler, qui est une loi où on peut faire un peu plus de calcul. Elle vous dit que la période de révolution d'un satellite au carré divisé par la taille du demi-grand axe de la trajectoire au cube. Alors le demi-grand axe, c'est on prend le trait orange qui s'appelle le grand axe, comme j'ai dit tout à l'heure, on prend la moitié, c'est-à-dire
la longueur de ce segment. Et ça, c'est ce qu'on appelle le demi-grand axe. Et ça, c'est égal à 4 pi carré sur g, c'est une constante, divisé par la masse du centre attracteur. Le point intéressant, c'est que, par exemple, pour le satellite orange, si la période de révolution c'était 1 et que la taille du demi-grand axe c'est A1, on a T1 carré sur A1 cube qui est égal à 4 pi carré sur G, mais surtout sur M. Donc vous pouvez déterminer en observant dans le ciel, en observant des satellites, la masse des centres attracteurs. C'est ce qu'on appelle la balance cosmique. Et donc vous pouvez peser le Soleil, vous pouvez peser la Terre en observant simplement des satellites qui tournent autour. Et deuxième utilisation intéressante de cette loi, c'est qu'elle concerne tous les satellites pour un même centre attracteur. Donc si je prends le satellite bleu, de période de révolution T2 et de demi-grand axe A2, alors ici le demi-grand axe, puisque la trajectoire est circulaire, c'est le rayon. Eh bien on peut la mettre en égalité de la même relation que tout à l'heure. T2 carré sur A2 cube. Et donc au-delà de la balance cosmique, ce qui est intéressant là, c'est de mettre en relation les paramètres du mouvement des deux satellites différents, le orange et le bleu. Si bien que par exemple, si on connaît T1, A1 et T2, on peut déterminer la longueur du demi-grand axe du deuxième satellite. Voilà. Donc on l'utilise bien sûr selon l'exercice dans d'autres cas de figure, mais voilà les deux aspects de cette troisième loi de Kepler qui sont intéressants. Dernier point, on ne va pas redémontrer la troisième loi de Kepler, mais dans les programmes ils insistent bien sur le fait qu'il faut savoir redémontrer la troisième loi de Kepler dans le cas d'un mouvement circulaire, ce qui est un peu plus simple que la troisième loi de Kepler prise brute. Alors, on va prendre donc un centre attracteur, c'est A. On va prendre un satellite qui tourne de manière circulaire autour, par exemple dans le sens trigo. Et il faut poser les choses d'une manière mécanique, dans un contexte de mécanique. Donc on peut prendre un repère de Freinet avec un vecteur unitaire tangentiel orthogonal à un vecteur unitaire normal dirigé vers le centre de courbure de la trajectoire, donc vers le centre du centre attracteur, vers le, oui, voilà. Et dans tout ça, on peut faire aussi, tant qu'on y est, le bilan des forces. Là, il n'y a qu'une seule force, c'est la force exercée par le centre attracteur sur le satellite, qui s'exerce sur le satellite, il n'y a que celle-là. Donc on peut démarrer maintenant, d'après la deuxième loi de Newton, qui s'exprime comme somme des forces extérieures au satellite exercées sur lui-même, est égale à la masse du satellite fois l'accélération que subit le satellite. Les forces, il n'y en a qu'une, c'est F de CA sur S égale la masse du satellite sur AS. Le centre attracteur, on peut définir sa masse par exemple qui serait grand M majuscule puisque c'est un gros objet, et on peut exprimer du coup la force de gravitation par la constante de gravitation fois le produit des masses des deux objets divisé par la distance entre ces deux objets qui est toujours égale au rayon de la trajectoire au carré. Tout ça c'est suivant le vecteur En, et comme c'est dans le même sens, la force et En sont dans le même sens, c'est comme s'il y avait un plus ici. Et de l'autre côté, on a la masse du satellite fois l'expression de l'accélération du satellite qu'on peut exprimer dans le repère de Freinet, qui vaut la dérivée de la norme de la vitesse du satellite sur dt suivant Et, plus la norme de la vitesse du satellite au carré sur le rayon de la trajectoire suivant le petit vecteur unitaire En. En faisant des identifications sur chacune des composantes de la base, donc sur la composante, on va commencer par la plus simple, sur la composante tangentielle, on peut écrire le terme de gauche, il n'y a pas de composante tangentielle, donc 0, et le terme de droite, on a d de Vs sur dt. Donc ça veut dire que Vs est égal à constante. Et si Vs est égal à constante, ça veut dire que le mouvement est uniforme. Première conséquence
de l'hypothèse du mouvement circulaire. J'en profite pour simplifier par ms, là, qui apparaît des deux côtés. Ça sera fait. Du côté de la composante normale, donc ça va peut-être être cette voie qui va nous permettre d'arriver au résultat. On a du côté gauche du égal gm sur r carré, et à droite vs carré sur r. Or, comme on vient de voir que le mouvement est uniforme, la vitesse du satellite, c'est sa vitesse moyenne, c'est la même tout le temps, et elle est égale au périmètre de la trajectoire, si on prend un tour complet, divisé par le temps pour un tour complet, donc la période de révolution. Et si on injecte ça, je peux simplifier par r directement, donc il me reste 4pi carré r carré sur t carré. Donc là c'est fini, bon, on le voit le résultat, hein, ça fait que t carré sur r cube est égal à 4pi carré sur gm. C'est ce qu'il fallait démontrer, c'est la relation de Kepler, qui est ici, adaptée à l'hypothèse d'un mouvement circulaire. Donc vous voyez le changement, hein, c'est que le demi-grand axe qui apparaît dans la troisième loi de Kepler a été remplacé par le rayon de la trajectoire. Voilà, bon courage.